Bonjour chères étudiantes et chers étudiants, nous allons entamer dans cet enregistrement audio un aperçu général sur le droit commercial. Le droit commercial a pour acteurs des personnes physiques, les commerçants, mais aussi des sociétés. Ces deux catégories sont parfois désignées sur le vocable d'entreprise commerciale. Mais il ne s'agit que d'une commodité de langage, sans valeur juridique. Le droit commercial ne régit pas les entreprises, mais seulement les personnes. En général, le droit commercial est une branche des droits privés qui, par dérogation en droit civil, réglemente de manière spécifique la plupart des activités de production, de distribution et de services. Cependant, afin de mieux comprendre le droit commercial, il n'est pas sans intérêt d'évoquer certaines dates. La spécificité du droit commercial est essentiellement le résultat d'une évolution historique. À cet égard, le rappel de certaines dates ne paraît essentiel afin de comprendre mieux le contexte dans lequel est né ce droit. Pour ce faire, nous sommes contraints tout d'abord d'évoquer l'évolution des droits commerciaux dans l'histoire, puis en France et en Europe, avant de parler de l'évolution des droits commerciaux au Maroc. Déjà en 1950 avant Jésus-Christ, durant l'empire de Babylone, le Code Hammurabi prévoyait le prêt à intérêt et les opérations de commission. Les Phéniciens et les Athéniens ont connu des usages spécifiques pour les besoins du commerce maritime. Le droit romain a certainement mis en place la théorie générale des contrats et des obligations en droit civil. Il a réglementé également les techniques de représentation, actuellement le mandat commercial, les opérations de prêt pour financer les entreprises de commerce maritime, le droit de la faillite et les opérations de change et de banque. Cependant, on peut constater que cet apport se limite au droit maritime et au droit bancaire. Il fallait attendre la fin du Moyen Âge pour voir apparaître un droit commercial complet et autonome dans les villes d'Italie, par exemple Gênes, Florence, Venise, de Flandre, notamment à l'occasion des foires. Les communautés de marchands mettent sur pied à la fois des mécanismes simplifiés de paiement par l'utilisation des lettres de change et de procédures d'exécution à l'égard des défaillants. C'est à partir de cette époque que l'on peut parler de la naissance de la notion de commerçant. On y trouve les corporations qui regroupent les membres du corps des métiers et dictant les règles et fixant les conditions d'accès à la profession. Il faut noter également qu'à cette époque, un droit des foires s'est créé dans les villes où se réunissent à date fixe les marchands de différentes régions. De même que la lettre de change devient utilisable afin de remplacer le transfert de monnaie. Mais ce qui est remarquable durant cette période consiste dans la création des tribunaux de foire, qui sont les ancêtres des tribunaux de commerce que nous connaissons aujourd'hui. Le régime de la faillite commence à être appliqué aux commerçants incapables d'honorer ses engagements. Il est également intéressant de constater au cours de cette étape que la vie des affaires a été dominée par les usages non écrits, mais qui ont constitué un véritable droit des marchands à caractère international. En 1563, les juridictions consulaires sont établies et en 1673, une ordonnance de Louis XIV organisa le commerce terrestre, connu sous le nom de l'ordonnance de Colbert. Ensuite, en 1681,
une ordonnance constituée à la base des droits maritimes français. Au lendemain de la Révolution française, deux principes de grande envergure sont posés. La liberté du commerce et de l'industrie du 17 mars 1781 et l'interdiction des corporations en vertu de la loi Le Chapelier du 14 juin 1791. Le tournant historique et décisif dans l'évolution des droits commerciaux est le Code de commerce français qui a été promulgué en 1807. Il faisait partie de la codification napoléonienne. À cette époque, il était très succinct. Les auteurs se contentèrent de rééditer les textes anciens ou des usages. Puis, on a arrivé à l'établissement du Code de commerce de 2000. Au Maroc, avant le protectorat français, le droit musulman qui était appliqué au Maroc ne faisait pas la distinction entre le droit civil et le droit commercial. Le premier code de commerce au Maroc date du 12 août 1913. Ce code est inspiré, bien entendu, du code napoléonien de 1807. Ce n'est qu'après 83 ans que le Maroc optera pour un nouveau code de commerce imposé par les impératifs de l'évolution économique et les nécessités de la modernité. Il s'agit bel et bien du code de commerce de 1995 qui a rassemblé la plupart des lois éparpillées intéressant le commerce. Selon la théorie subjective, le droit commercial est le droit applicable aux commerçants indépendamment des actes passés. C'est le droit des professionnels issu des pratiques des marchands et dont l'application est déclenchée par la qualité des personnes en cause. Selon la théorie objective, le droit commercial constitue le droit applicable aux actes de commerce beaucoup plus qu'un droit des personnes. C'est-à-dire qu'il s'applique à tous les actes de commerce, quel que soit l'auteur, commerçant ou civil. Les actes de commerce sont vente, achat, service. Le droit commercial, censé régir le monde des affaires, se distingue par une plus grande souplesse qui permet de faciliter les échanges. Il ne régit cependant pas l'ensemble de la vie économique. Pour des raisons socio-historiques, les agriculteurs, les artisans et les membres de professions libérales demeurent soumis au droit civil, même si leur statut tend à se rapprocher de celui de commerçant. De l'intérêt de la distinction entre un acte de commerce et un acte civil se manifeste à plusieurs égards dans la mesure où chacune de ces deux catégories d'actes est régie par un système juridique différent, ce qu'on peut remarquer au niveau des règles de preuve, de la prescription, de la solidarité et de la compétence judiciaire. En ce qui concerne la preuve, en matière civile, les créés exigés pour preuve des obligations dont le montant excède 10 000 dirhams. L'article 443 du Code des obligations et de contrats. En matière commerciale, le principe est la liberté de preuve. Pour ce qui est de la prescription, c'est le délai à l'expiration duquel l'action qui est née d'une obligation est éteinte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas obtenir l'exécution de cette obligation. En matière commerciale, la prescription est de 5 ans, alors qu'il est de 15 ans en matière civile. S'agissant de la solidarité, en matière civile, la solidarité entre codébiteurs ne se présume que s'il est expressément stipulé dans le contrat. Cette solidarité joue de plein droit dans les obligations contractées entre commerçants. Et pour la compétence judiciaire, en cas d'un acte mixte, la compétence juridictionnelle
est déterminée en considération de la personne des défendeurs. Lorsque c'est le non-commerçant qui est assigné en justice, c'est le caractère civil de partie qui l'emporte. Et c'est le tribunal de première instance qui est compétent. C'est au contraire le commerçant qui est assigné. Une option sera offerte au demandeur civil. Il a alors le choix d'assigner ou bien devant le tribunal de commerce ou bien devant le tribunal de première instance. Le droit commercial se distingue notamment des droits civils. Le premier constat relevé est que le droit commercial est un droit pragmatique, qui ne se préoccupe que peu de théorie générale dans la mesure où il s'efforce simplement de donner aux commerçants le moyen de réaliser ses affaires. Ce particularisme des droits commerciaux s'explique par les techniques juridiques particulières qu'il utilise, notamment la rapidité et la simplicité. Les commerçants ont observé que les formes juridiques constituent un obstacle à la conclusion des actes. C'est ce qu'on explique la mise en vigueur de la liberté de preuve en matière commerciale. De même que les opérations commerciales nécessitent une certaine rapidité qui s'est traduite par l'instauration de procédés judiciaires simplifiés et par la mise en place d'une durée de prescription plus courte. Deuxième élément de distinction entre droit civil et droit commercial, c'est la publicité. La publicité est cruciale en matière commerciale. Les besoins d'information des associés, des tiers et des salariés rendent nécessaire la publicité des situations et des actes commerciaux. On peut citer à titre d'exemple l'inscription au registre de commerce dans les journaux d'annonces légales et dans le bulletin officiel. Cette publicité est justifiée aussi par l'instauration d'un climat de transparence nécessaire à tout essor économique. Troisième élément, c'est le crédit. De nos jours, nul ne peut contester le fait que le crédit constitue l'instrument inéluctable pour les commerçants. Sans le crédit, le commerce est inconcevable. Les commerçants l'utilisent pour investir. Pour cela, ils ont inventé des techniques particulières que les effets de commerce et l'enlentissement. Les sources des droits commerciaux sont les mêmes que celles des droits civils. On distingue des sources internes et internationales. La loi est un texte juridique voté par le Parlement. Le premier code de commerce marocain inspiré des codes napoléoniens de 1807 remonte au 12 août 1913. Il a été remplacé en 1996 par un nouveau code, la loi numéro 1595, promulguée par le Tahir du 1er août 1996. La deuxième source de droit commercial est les usages. Les usages sont des comportements professionnels constants, notoires et généralement anciens. Ce sont des pratiques professionnelles répétées et généralisées. Qui dit usage dit habitude et profession. La pratique est créatrice de règles. La jurisprudence est la troisième source de droit national. La jurisprudence joue un rôle important en droit commercial. Il constitue l'ensemble des décisions rendues, jugements, arrêts, par les différentes juridictions des royaumes et plus particulièrement par la Cour de cassation chargée de les appliquer à l'occasion des litiges dont ils sont saisis. Enfin, la doctrine, qui constitue des réflexions et des travaux de l'ensemble des juristes, qu'ils soient théoriciens, participent à la formation, à l'interprétation et à l'évaluation du système juridique. Pour ce qui est des sources internationales, on trouve les conventions internationales et les traités. On peut citer à titre indicatif la Convention de Genève de 1930 portant loi uniforme sur les lettres de change et habits ordre,
la Convention de Stockholm qui a créé l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la Conférence des Nations Unies pour le droit commercial international, la CNUTC, pour encourager et harmoniser et moderniser progressivement le droit commercial international. Et enfin, nous arrivons à terme de cet enregistrement audio et je vous dis bon courage et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.